Et nous allons conclure donc ce colloque, ce 9e colloque de la dissidence, avec Frédéric Rouvillois, qui, ben voilà, le gouvernement des juges, on en a parlé toute la journée. Alors, comment pouvons-nous en sortir? Je vous demande de l'applaudir. Bien, tout d'abord, merci à Jean-Yves de m'avoir invité à ce passionnant colloque. Merci par ailleurs aux avocats d'avoir évoqué ces questions contentieuses qui sont évidemment tout à fait passionnantes. Je vais prendre une perspective un petit peu différente et revenir à voilà, ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Du moins, c'est ainsi que le terme a été utilisé au départ, pour évoquer le juge qui est au-dessus de tous les autres, non pas Dieu, mais sur cette terre, le juge constitutionnel. Mais à travers ça, on va retrouver finalement toutes les problématiques que vous avez sans doute ou qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Et je commence par un constat assez pessimiste, comme le sera d'ailleurs une bonne partie de ou sinon la totalité de ma contribution, un constat qui est que lorsqu'on confie à une juridiction le soin de contrôler la conformité des lois à la Constitution, il est à peu près inévitable qu'apparaisse ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement des juges, c'est-à-dire l'intervention massive de cette juridiction dans des affaires politiques qui, en principe, ne relèvent que du souverain ou de ses représentants directs. On ne peut même pas parler d'une dérive dans la mesure où ce phénomène est à peu près certain, c'est-à-dire une captation qui se produit non seulement lorsqu'on attribue un tel pouvoir aux juges, mais aussi lorsqu'on se contente de leur reconnaître un pouvoir qu'ils se sont attribués à eux-mêmes de leur propre initiative. Et l'histoire nous montre à quel point la chose est fréquente. À ce propos, dans les facs de droit, on évoque généralement le célèbre arrêt Marbury versus Madison, à l'occasion duquel la Cour suprême des États-Unis, en 1803, va s'attribuer le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution fédérale, qui ne lui avait pas été expressément attribué à l'origine. Mais on pourrait évoquer aussi, de manière beaucoup plus globale, sur une période beaucoup plus longue, le cas passionnant des parlements d'Ancien Régime, qui, du Moyen-Âge à la Révolution, constituent les plus hautes juridictions du royaume. Or, dès le XIVe siècle, celles-ci se sont reconnues parallèlement à un pouvoir d'interprétation, une fonction de vérification des lois du roi. En vertu de ce pouvoir, les parlements pouvaient refuser d'enregistrer les lois, ce qui signifiait que celles-ci ne pouvaient être appliquées dans le ressort du Parlement en question. Sans doute le roi conservait-il le dernier mot, on y reviendra plus loin. Il avait les moyens de contraindre les parlements à enregistrer ces lois, mais pour autant, ce pouvoir des parlements n'en était pas moins considérable. En fait, dès la fin du XVe siècle, il conduit ces mêmes parlements à se qualifier de cours souveraines, alors même que la souveraineté appartient au roi et à nul autre. Mais les parlements tiennent à faire comme s'ils étaient effectivement souverains, et il arrive souvent que les représentants du monarque, sinon les rois eux-mêmes, soient obligés de les remettre à leur place. Louis XV, je vais en parler. Et voilà, tel est le problème. En prenant ce titre, les cours prétendent faire ce qui, selon Jean Bodin, appartient en propre au souverain, c'est-à-dire faire et casser la loi. Il parlait même gouverner. C'est pourquoi Louis XIV, tout d'abord, un siècle après les premières accusations massives qui remontent à Michel de l'Hôpital, Louis XIV donc leur défendra expressément de se qualifier de cours souveraines. Elles ne sont, selon l'ordonnance civile de 1667, que des cours supérieures. Les parlements obtempèrent, mais ils reprendront ce titre très significatif dès après la mort du roi en 1715, ce titre et surtout, bien sûr, ses prétentions. Comme le roi Louis XV le leur reprochera
en 1766, puis le chancelier Maupoux en 1770, avant de mettre provisoirement fin donc au problème. En 1774, Maupoux, toujours évoquant les rapports entre les parlements et les monarchies, parlait d'un procès qui dure depuis 300 ans. Autrement dit, depuis que les parlements ont été en mesure de se saisir eux-mêmes de ce pouvoir et de prétendre, ce faisant, participer au gouvernement de l'État. Or, ce que montre l'histoire du Royaume de France, et plus généralement celle de toute l'Europe médiévale, on le retrouve de nos jours dans les systèmes modernes et démocratiques, des États-Unis à la Grande-Bretagne, de la Pologne à Israël. Pourquoi cette constance ? Montesquieu nous explique un peu ce qui se passe lorsqu'il affirme que, je cite, « c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». Pour ce qui nous intéresse, on pourrait ajouter que les mêmes mécanismes, les mêmes logiques produisent les mêmes effets. Les mêmes mécanismes, c'est-à-dire la fonction d'interprète de la règle dévolue au juge par la nature même de son office. Appliquer une loi à un cas d'espèce. Si en effet on lui reconnaît le pouvoir de contrôler la conformité de la loi à la Constitution, cette fonction implique qu'il interprète, autrement dit qu'il détermine la signification de la loi qu'il contrôle, d'une part, et en parallèle de la Constitution au regard de laquelle il la contrôle. Or, ce rôle est d'autant plus considérable que la Constitution est généralement rédigée de façon concise et générale, et en termes généraux, ce qui va conférer au juge une marge de manœuvre considérable et encore accrue par sa situation spécifique au sommet de la hiérarchie juridictionnelle, ce qui garantit que son interprétation ne sera ni contrôlée ni remise en question par un organe supérieur. C'est tout le problème qui juge les juges. En lui attribuant ce rôle de contrôleur incontrôlé, la Constitution autorise ainsi le juge à déterminer librement sa signification à elle, à la Constitution. Dans ces conditions, comment imaginer, après avoir relu les mots de Montesquieu que je citais tout à l'heure, que le juge constitutionnel ne sera pas tenté, sans doute pour de fort bonnes raisons, je cite Montesquieu, qui le dirait, la vertu même a besoin de limites. Comment ne serait-il pas tenté d'abuser un jour ou l'autre du pouvoir qu'on lui offre sur un plateau et de justifier son impérialisme en assurant qu'à travers lui, le juge, c'est authentiquement la loi et non l'homme qui gouverne. Qu'il est juste qu'il exerce ce pouvoir, puisqu'il le fait au nom de la justice et du droit. En somme, premier point de mon introduction, dès lors qu'il existe une constitution et un juge chargé de garantir son respect par la loi, l'évolution vers le gouvernement des juges est pratiquement inévitable et elle emprunte presque toujours, on le voit dans le temps et on voit dans l'espace, les mêmes voies. La question qui se pose alors est simple, et c'est pour ça que c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. La question qui se pose est simple. Cette évolution inévitable est-elle irrémédiable ? Sur ce plan, il y a au moins, rassurons-nous, un remède incontestable. L'existence, au sommet de l'État, d'une volonté politique suffisamment forte et déterminée pour neutraliser, ou si vous voulez, pour inhiber les tentations et les ambitions des juges. C'est ce à quoi procède Louis XV, mais avant lui, donc, son arrière-grand-père, Louis XIV, dès le début de son règne, en constatant que les limitations établies par les ordonnances successives n'ont pas été respectées. Il entreprend alors, nous disent les historiens du droit, de mater les cours souveraines à travers l'ordonnance civile de 1667, puis à travers, surtout, la déclaration du 23 février 1673, qui réserve le droit de remontrance aux cours souveraines, désormais qualifiées de cours supérieures, un droit qui est limité, encadré, avec des sanctions publiques et privées qui sanctionnent les dérives. Le résultat, c'est que sous son règne, effectivement, les remontrances et donc la possibilité de refuser d'enregistrer les ordonnances et donc d'empêcher leur application
Ces remontrances furent comme abolies, ainsi que le roi le note lui-même dans ses mémoires. Pour citer Colbert en 1679, les bruits de Parlement ne furent plus de saison. Dans un contexte totalement différent, c'est ce à quoi procède également Franklin Roosevelt au lendemain de sa réélection en 1937. Jusqu'à cette date, la Cour suprême des États-Unis s'opposait de façon systématique à la législation keynésienne adoptée par Roosevelt dans le cadre du New Deal. Face à ces rebuffades à répétition, Roosevelt, en 1937, agite la menace d'une réforme en profondeur de la Cour, qui va préférer prudemment céder et se soumettre plutôt que d'avoir à se démettre. On ne résiste pas à un homme fort, même si sur un plan juridique, on est persuadé d'avoir raison. C'est ce que montre également le Conseil constitutionnel sous la présidence du général de Gaulle de 59 à 69, avec comme exemple typique la célèbre décision du 6 novembre 62 sur l'utilisation de l'article 11. Si sur le fond, le Conseil ne doute pas du caractère irrégulier de la procédure suivie par le général, donc le recours à l'article 11, le référendum de l'article 11 pour procéder à une révision de la Constitution, le Conseil préfère prudemment botter en touche en se déclarant incompétent pour contrôler la conformité d'une loi référendaire, afin tout simplement de ne pas subir les foudres présidentielles, ni se voir accusé de s'opposer au peuple souverain. Le lendemain matin de la décision, le 7, à la fin du Conseil des ministres, le général se frotte les mains. Je cite, « La loi référendaire est réglée, le Conseil constitutionnel a évité de commettre une bêtise. » Petite parenthèse, le Conseil d'État, qui n'avait pas évité de commettre cette bêtise, va avoir, lui, à subir la rancune durable et dangereuse du général. Oui, enfin, pas seulement. Également, sur cette question, le Conseil d'État s'était opposé, en fait, à l'utilisation de l'article 11. Bref, lorsqu'il se trouve face à une personnalité dotée d'une légitimité incontestable et prête à tout pour imposer son projet, le juge, vous disais-je, est amené à se soumettre plutôt qu'à se démettre ou à provoquer une crise révolutionnaire. Toutefois, ce remède incontestable, ce remède politique est aléatoire, puisqu'il suppose l'apparition d'un chef suffisamment déterminé et temporaire. Dès la mort de Louis XV en 1715, de Louis XIV en 1715, les parlements réaffirmeront leurs ambitions. Dès la mort de Roosevelt, la Cour suprême redevient un juge qui gouverne. Dès 1971, le Conseil constitutionnel osera se placer dans une même position, celle d'un juge qui gouverne et, pour cela, qui réinterprète la Constitution pour censurer les lois qui lui déplaisent. Le problème est donc de savoir s'il existe, parallèlement à ces remèdes politiques, incontestables mais aléatoires, des remèdes juridiques, qui auraient, eux, l'avantage d'être à la fois certains et pérennes. Alors, parmi les remèdes qui ont été évoqués ou tentés, certains se situent en amont de la fonction du juge. Ils s'avèrent en général d'une efficacité limitée. D'autres, plus pertinents, se situent en aval et ils reviennent finalement à la possibilité de remettre en cause ensuite, au coup par coup, une décision prise par celui-ci. On va voir rapidement donc les différents éléments. En amont, tout d'abord, des pistes nombreuses mais peu convaincantes. La première de ces pistes, c'est, on pourrait en parler longtemps, la possibilité de restreindre les normes de référence. Alors, certes, on peut dire que plus le juge dispose de lois dans son arsenal, si j'ose dire, et plus il est puissant. C'est à cette idée que se rattachent de nos jours certains projets de réforme visant à réduire justement l'impérialisme débordant du Conseil constitutionnel. Impérialisme qui naît de cette fameuse décision de 71 sur laquelle je voudrais revenir un instant. À ce propos, d'abord, il faut rappeler que lorsqu'il est créé en 1958, dans la Constitution de la Ve République, le Conseil constitutionnel se voit attribuer un rôle modeste, comme l'indique sa dénomination qui confirme que l'on n'a pas voulu en faire une cour ou un tribunal suprême, précisément afin d'éviter qu'il ne devienne un juge qui gouverne.
En ce sens, Raymond Jeannot, le conseiller d'État qui représente le général de Gaulle lors des travaux préparatoires, dans la seconde phase des travaux préparatoires, en août 1958, souligne expressément que le Conseil ne contrôlera la conformité des lois et des traités qu'au regard de la Constitution au sens étroit du terme, les articles 1 à 92, sans y inclure le préambule qui la précède. Il le dit expressément, ni surtout, insiste-t-il, les textes auxquels renvoie ce dernier, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme de 89 et le pléthorique préambule de la Constitution de 46. Bref, il s'agit manifestement, dans l'esprit de Raymond Jeannot, conseiller d'État, de limiter les normes de référence afin de délimiter les pouvoirs du Conseil et de prévenir tout impérialisme de sa part. De fait, de 59 à 71, chacun constate le rôle effacé de celui que François Mitterrand traite de Cour suprême de musée Grévin ou encore de garçon de course du général de Gaulle. Mais un jour, tout change. Le 16 juillet 71, lorsque le Conseil constitutionnel affirme expressément, en dépit du refus figurant dans les travaux préparatoires, et dont il a évidemment connaissance, la valeur constitutionnelle du préambule, des textes auxquels il renvoie, et même des catégories simplement mentionnées dans ces textes, comme les énigmatiques principes fondamentaux reconnus par la loi de la République, cités dans le préambule de 46. Mieux, dans cette décision de 71, le Conseil va jusqu'à inventer l'un de ces mystérieux principes fondamentaux, celui de la liberté d'association, ce qui lui permet du coup de censurer la loi dont il avait été saisi par le président du Sénat. Ce coup d'État du droit, comme on l'a appelé par la suite, va permettre au Conseil constitutionnel de développer presque à l'infini les normes de référence dont il dispose pour contrôler les lois. Et lui permettre, du coup, de s'imposer, à rebours de l'intention des constituants, comme l'une des pièces centrales du système institutionnel, susceptible d'intervenir directement sur l'orientation de la législation, on a beaucoup parlé de Robert Badinter tout à l'heure, et même sur le contenu de ce qu'on appellera, à la suite de cette décision, le bloc de constitutionnalité. Autrement dit, à partir de là, le Conseil constitutionnel devient non seulement une sorte de co-législateur, mais une sorte de co-constituant. Un juge qui gouverne. En somme, donc, c'est grâce à cette masse de normes qu'il aurait pu accéder à ce rôle. Et donc, en conclut certains, il n'y aurait qu'à remettre en cause cette jurisprudence de 71 et ses conséquences pour contraindre le Conseil à ne plus statuer que sur la base de la Constitution elle-même, comme il le faisait modestement au temps du général de Gaulle. Malheureusement, une telle tentative me semble vouée à l'échec. Et à ce propos, on peut évoquer un exemple absolument passionnant et très clair, qui est l'exemple américain. Et noter que la très brève Constitution fédérale, adoptée en 1787, et le très petit nombre de ses révisions, 27 amendements entre en 1789 et 1992, n'a pas empêché aux États-Unis la naissance du gouvernement des juges. La Cour suprême s'étant reconnue dès 1803 le pouvoir de contrôler la conformité des lois à la Constitution fédérale, et ayant ensuite développé ses pouvoirs de façon spectaculaire, sur la base d'une formule figurant dans le 14e amendement, ratifié en 1868, la Cour du due process, une perspective qui lui permet, dans une décision Cooper versus Aaron de 1958, de proclamer que ce qu'il dit est en fait la loi suprême de l'État. Bref, on constate ici qu'avec une base normative très réduite, eh bien, peut être élaborée une jurisprudence foisonnante et un pouvoir juridictionnel immense. Il en irait évidemment de même en France avec le Conseil constitutionnel.
On peut constater en effet que, de même que la Cour suprême américaine, le Conseil n'a pas besoin d'une base normative étendue pour développer ses pouvoirs et imposer ses choix politiques. C'est ce qu'indique une décision dont vous avez probablement parlé aujourd'hui, la très spectaculaire décision 2018-717 QPC du 6 juillet 2018, Héroux, relative au principe de fraternité. Je répète ce que vous avez sans doute entendu, mais c'est quand même vraiment important. Dans cette décision, le Conseil donc commence par constater que, je cite, au terme de l'article 2 de la Constitution, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. D'où il déduit, ce qui ne figure nulle part dans la Constitution, je cite, que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. De ce principe qu'il vient d'extraire de la devise républicaine comme un prestidigitateur sortirait un lapin de son haut de forme, le Conseil constitutionnel affirme ensuite que, je cite, « découle la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ». Et on arrive au but cherché à l'avance. D'où l'inconstitutionnalité des dispositions législatives réprimant toute aide apportée à la circulation des étrangers en situation irrégulière, puisque cette aide, lorsqu'elle est motivée par un but humanitaire, est conforme au principe constitutionnel de fraternité. Vous voyez, c'est une jolie figure logique. C'est ainsi que n'importe quel mot, formule, clause ou expression figurant dans la Constitution est potentiellement susceptible d'être utilisé par le juge constitutionnel pour fonder une règle nouvelle. Et on pourrait aller jusqu'à renverser la proposition énoncée plus haut et affirmer que, paradoxalement, plus la base normative sur laquelle il s'appuie est réduite, plus le juge pourrait être tenté d'étendre son propre pouvoir. Bref, surtout, on constate qu'il n'a même pas besoin pour cela des textes auxquels renvoie le préambule, et par conséquent que, même s'il était possible de revenir sur la jurisprudence de 71, ce retour n'aurait de ce point de vue aucun impact significatif. Un autre moyen de prévenir le basculement de le gouvernement des juges, toujours en amont, consisterait à s'assurer de leur modération ou de leur renoncement à faire prévaloir leur propre interprétation de la règle sur l'intention des auteurs. La retenue et la méthode, comme on pourrait dire. Comme le déclare en 1949 un membre éminent de la Cour suprême américaine, le juge Frankfurter, il est essentiel que les pouvoirs de l'organe non démocratique de notre gouvernement soient exercés avec la plus rigoureuse réserve. Quelques années plus tôt, au plus fort des débats américains sur le gouvernement des juges, dans les années 30, un autre membre célèbre de la Cour, le juge Wendell Holmes, évoquant le fameux 14e amendement, déclarait que celui-ci n'avait pas été conçu pour donner carte blanche à la Cour. Un autre juriste, même époque, un marxiste, Louis Boudin, l'inventeur de la formule de gouvernement des juges, expliquait que les juges devaient se borner à n'intervenir qu'en cas d'atteinte manifeste à la Constitution, c'est-à-dire d'infraction à une règle claire et précise, ce qu'il estimait quasiment impossible. Un autre moyen d'éviter une telle dérive vers la toute-puissance consisterait à refuser d'interpréter les règles constitutionnelles en fonction de leur sensibilité et de leur orientation idéologique personnelle, mais en se conformant strictement au sens donné à la règle par son auteur, autrement dit en s'en tenant à l'intention originelle de ce dernier. Aux États-Unis, c'est la position défendue de nos jours par les tenants d'une théorie juridique actuellement dominante au sein de la Cour suprême, et généralement considérée comme typiquement conservatrice, la théorie de l'originalisme. L'originalisme, voilà, s'en tenir au sens originel de la règle, sans vouloir y rajouter. Ce qui permettrait effectivement de parvenir à ce que souhaite établir Montesquieu dans l'esprit des lois, c'est-à-dire un juge qui ne serait que la bouche de la Constitution,
un juge qui renoncerait à être une puissance particulière, qui renoncerait à gouverner, et qui serait, en définitive, nous dit encore Montesquieu, une puissance nulle. La beauté de ces remèdes, la retenue et la méthode, mais aussi leur fragilité, vient de ce qu'ils reposent, vous l'avez compris, l'un et l'autre, sur le bon vouloir des juges. Autrement dit, sur la rigueur de leur éthique politique ou scientifique, sur leur renoncement volontaire à se saisir d'un pouvoir abusif, soit par conviction, soit parce qu'ils pensent qu'il serait finalement trop dangereux pour eux-mêmes ou pour l'institution. Voilà pourquoi ces remèdes ne sauraient constituer une garantie stable. Ils dépendent des hommes et non pas de la loi. Par conséquent, ils s'avèrent au fond aussi aléatoires et aussi temporaires que les remèdes politiques que j'évoquais plus haut. Ils sont satisfaisants aussi longtemps que la majorité des juges qui composent l'institution acceptent de s'y soumettre, mais ils perdent toute efficacité dès que la majorité se modifie ou qu'elle change de position. Là encore, on pourrait reprendre l'exemple américain pour le démontrer et pour démontrer comment, effectivement, toutes ces bonnes paroles et ces bonnes intentions ont été bousculées et absolument neutralisées lorsque la majorité a changé de sens, c'est-à-dire concrètement lorsque la Cour suprême, jadis conservatrice, est devenue progressiste. Au total, les solutions situées en aval ne sont pas crédibles et pertinentes. En amont, pardon. Maintenant, les situations situées en aval paraissent, en revanche, plus sérieuses. Mais voilà. Parmi les problèmes qu'elles posent, c'est qu'elles impliquent une intervention au coup par coup contre les décisions, une intervention au coup par coup, soit de l'exécutif, soit du législatif, soit du peuple lui-même. Première solution, l'exécutif. Et ici, on a un vieil exemple français qui est celui du lit de justice. Sous l'Ancien Régime, en effet, les cours souveraines, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, chargées de vérifier les lois du roi, peuvent refuser de les enregistrer lorsqu'elles les jugent, notamment contraires aux lois fondamentales. Elles envoient alors des remontrances au roi afin de lui expliquer pourquoi. Si le roi estime ces remontrances injustifiées, il peut contraindre la Cour à enregistrer la loi par ce qu'on appelle des lettres de justion. Mais il arrive que la Cour persiste dans son refus, jusqu'à 5 fois, 5 séries de lettres successives, ce qui conduit à un blocage de la procédure législative. Dans ce cas, confronté à la résistance opiniâtre des juges, le roi dispose encore d'un moyen ultime qu'on appelle le lit de justice. Il vient alors siéger lui-même à la cour avec son chancelier, et là, il rend lui-même en personne l'arrêt ordonnant l'enregistrement, la personne du roi suspendant le pouvoir des juges. Ainsi, le roi a en quelque sorte le dernier mot. Si ce n'était pas le cas, il serait limité dans l'exercice de son pouvoir de légiférer et même potentiellement privé de celui-ci. En fait, si ça n'était pas le cas, c'est le juge qui serait souverain et non plus le souverain lui-même. Bien. Telle est l'image, le lit de justice, donc, que reprend le publiciste Georges Vedel. Oui, il faut bientôt finir. Bon. Georges Vedel. Non, on ne va pas partir plein d'espoir, malheureusement. Voilà. Alors, donc, le lit de justice, donc cette image du lit de justice, la possibilité pour le souverain donc d'intervenir, qui existe donc sous l'Ancien Régime, cette solution, elle est dupliquée en quelque sorte de nos jours, notamment c'est ce dont parle Georges Vedel en 1991, en permettant finalement de réviser la Constitution afin de surmonter le blocage du juge. Bien. C'est ainsi, par exemple, que sera présentée également la loi constitutionnelle de 1993 sur le droit d'asile, visant à surmonter une décision de blocage rendue par le Conseil constitutionnel au mois d'août précédent. Le problème, c'est que cette solution, qui paraît effectivement à la fois élégante et efficace, eh bien, reste elle aussi limitée.
elle aussi limitée. Comme le notait un historien du droit, même sous l'Ancien Régime, le lit de justice ne réussit qu'aux rois forts, comme Louis XIV, qui en usa au début de son règne. Autrement, dit-il, le roi parti, les magistrats ne tenaient aucun compte de ces lettres passées par la force. Eh bien, on peut dire la même chose, finalement, de ces lits de justice modernes que sont les révisions de la Constitution. D'abord, on ne peut pas réviser la Constitution à chaque fois qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel qui paraît discutable. Et d'autre part, comme sous l'Ancien Régime, la question, c'est de savoir ce qui se passe après. En l'occurrence, non plus après le départ du roi, mais après la révision, puisque là encore, c'est le Conseil constitutionnel qui aura à interpréter la norme révisée qui aura été mise en place pour surmonter sa propre jurisprudence. Deuxième solution, le Parlement. Le Parlement, c'est-à-dire la possibilité pour... donc deuxième solution pour surmonter l'opposition ou les prétentions du juge à gouverner, la possibilité donc de soumettre après coup la décision de justice au Parlement et lui permettre de revenir en quelque sorte sur la question. C'est une idée ancienne qui aux États-Unis remonte aux années 20, elle est défendue alors par l'extrême gauche. On peut noter d'ailleurs qu'elle a été reprise en 1921 par l'extrême gauche dans le cadre de la commission nommée par Joe Biden visant à réformer la Cour suprême. Mais on peut noter aussi et surtout qu'elle est défendue en Israël par la droite et par l'extrême droite, puisque cette idée qu'on appelle en Israël la clause de contournement ou override clause constituait en janvier dernier l'élément phare de la réforme judiciaire proposée par le nouveau ministre de la Justice, Yariv Levin. Solution qui permettait, dans la vision, dans cette perspective, à la Knesset, donc au Parlement, de revoter au bout de 3 mois une loi annulée par la Cour suprême, de l'adopter à la majorité simple et, ce faisant, de la sanctuariser pendant une certaine période. Cette override clause sera en fait l'une des principales motivations des immenses manifestations organisées par la gauche contre la réforme durant les mois suivants, paradoxalement au nom de la démocratie, et cette clause, qui pourtant est effectivement probablement la plus efficace, qui figurait entre parenthèses dans le programme Zemmour pour la présidentielle 2022, cette override clause sera finalement abandonnée en juin 2023 par Netanyahou. Enfin, dernière hypothèse, le peuple lui-même. En Israël, donc c'est paradoxalement au nom de la démocratie que le projet consistant à permettre aux élus du peuple de remettre en cause une décision de justice a été attaqué en 2023. Qu'en serait-il si on confiait ce rôle au peuple lui-même par voie de référendum, comme le proposait par exemple Theodore Roosevelt, ancien président américain, en 2011 ? À l'époque, il nomme cette solution le recall des décisions judiciaires, et en 1912, il prononce en ce sens un discours, le droit qu'a le peuple de gouverner, dans lequel il propose donc la mise en place de ce système. En expliquant que, au fond, sa proposition est la seule qui soit véritablement et pleinement démocratique. Mais on retrouve ici le problème évoqué à propos du lit de justice. Face à un juge constitutionnel en mesure de censurer à tour de bras une législation qui lui déplaît, il n'est évidemment pas possible de prévoir une multiplication inconsidérée des référendums. Même le général de Gaulle, pourtant attaché à cette pratique, reconnaissait en 1962 qu'il ne faut pas abuser du référendum. Si on le faisait, on banaliserait, on affaiblirait de façon irrémédiable l'arme conçue pour neutraliser les juges. Et en conclusion, quelques lignes, 30 secondes, on est obligé d'en revenir aux perspectives plutôt pessimistes évoquées en introduction.
Dès lors qu'un organe est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois, il est très difficile de faire machine arrière et de mettre fin à cette procédure. Or, dès lors qu'une telle situation se présente, l'évolution vers le gouvernement des juges est inévitable et à peu près irrémédiable, du moins par des moyens juridiques. Aucun de ceux qu'on a mentionnés ne constitue une garantie totale, sauf peut-être la possibilité offerte au Parlement de surmonter une décision juridictionnelle, mais voilà. Les réactions suscitées en Israël par cette idée nous montrent que, en réalité, la question n'est pas juridique, elle est politique. Politique d'abord, une fois de plus. Je vous remercie.